Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième cours de philosophie générale portant sur la notion de liberté. Aujourd'hui, on va aborder une figure essentielle de la philosophie du XVIIe siècle et du déterminisme, à savoir Spinoza. Mais avant toute chose, je tiens à rectifier une légère bourde ou disons imprécision dont j'ai fait preuve dans ma précédente vidéo. Quand j'ai dit qu'il y avait le rationalisme, ici celui de Descartes, et le déterminisme d'un autre côté, en philosophie, comme si ces deux manières de concevoir la liberté humaine étaient opposées. En réalité, un philosophe peut être rationaliste et déterministe, évidemment. C'est le cas de Leibniz, par exemple, et on va voir que c'est également le cas de Spinoza. Dans la mesure où la raison, si elle n'est pas la faculté toute puissante qui confère une totale autonomie à la volonté humaine, comme chez Descartes, est au moins une faculté essentielle pour parvenir à une connaissance adéquate du réel. Voilà, donc évidemment, hein, le rationalisme n'exclut pas le déterminisme inversement, mais disons que l'opposition majeure se joue plutôt entre ceux qui pensent que l'homme est réellement libre du fait qu'il possède un libre arbitre, idée que l'on a déjà vue avec Sartre, Descartes et même un petit peu avec Kant d'une façon bien particulière quand même, et ceux qui conçoivent l'homme comme déterminé par des mécanismes passionnels internes comme Leibniz ou encore Spinoza. La dernière fois, on a vu précisément que nos raisons d'agir n'étaient pas des produits de la raison précisément, mais bien plutôt des mobiles affectifs dont certains ont plus de poids que d'autres. Il serait donc plus exact de dire que l'homme n'agit pas de son propre chef, mais plutôt qu'il obéit à une cause qui agit en lui de manière nécessaire. Nous n'agissons pas d'une certaine façon si nous n'avons pas le moindre intérêt à agir de cette façon, et cette action est indissociable d'une passion. Par conséquent, ce n'est pas l'homme lui-même qui est cause de son acte, ça c'est s'il était vraiment libre, mais son propre intérêt qui détermine sa volonté. C'est en tout cas le point de vue que défend Spinoza dans sa philosophie déterministe, et on retrouve cette idée un peu partout dans le corpus spinoziste. Je vais m'appuyer sur plusieurs textes en vous donnant les références précises à chaque fois comme d'habitude. Je vais commencer par vous lire un extrait d'une lettre, la fameuse lettre à Schuller, car elle résume assez bien l'idée maîtresse de Spinoza, et après on rentrera un peu dans sa métaphysique, en essayant de rester aussi simple que possible comme d'habitude, Spinoza n'étant pas un auteur réellement facile de mon point de vue, mais bon, vous inquiétez pas, il faut juste bien m'écouter, il faut suivre ma voix, et normalement ça devrait aller. Donc je vais vous lire le texte. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre, et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire, par un libre décret de son âme, ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard et bien d'autres, de même farine, croient agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Donc ici, fin de la citation, donc ici Spinoza est très clair. Je trouve qu'il prend l'exemple de la pierre euh, pour que ça soit plus parlant, parce que la pierre, en fait, elle est soumise à la causalité. La causalité, c'est ce qui précède un effet donné. Par exemple, il y a une tache de café par terre, ceci est l'effet d'une cause qui est le vent ayant fait tomber un gobelet contenant du café, hein, par exemple. De la même façon, un enfant croit librement désirer le lait alors que son appétit est lié à la faim dont il ignore les mécanismes. Vous voyez, c'est ça l'idée. J'ai faim. Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi t'as faim? Je sais pas, mais j'ai faim. Bon, bah, vous reprenez le même exemple que Spinoza donne, vous le transposez à la liberté, et vous avez Sartre en face de vous, il vous dit: «Je suis libre!»
Ouais, ouais, d'accord, mais pourquoi, t'en es sûr? Oui, oui, j'en suis sûr, je suis libre. D'accord. Bon, voilà, bah, c'est ça l'idée. En fait, la pierre, en admettant qu'elle soit consciente, ce qui demande un certain effort de la part, du lecteur, hein, évidemment, c'est un exemple, c'est une expérience de pensée, hein. Bon, c'est quand on passe à côté d'une pierre, on se dit pas: «Ah, qu'est-ce que cette pierre pense de moi?» Bon, évidemment. Donc, elle est consciente de rouler, en admettant que la pierre soit consciente, hein, c'est évidemment, hein, il faut il faut penser que la pierre est consciente. Bon, elle est consciente de rouler, hein, mais elle croit à tort qu'elle est à l'origine de son mouvement, en dépit de son inertie. Hein, la pierre est soumise à l'inertie, donc elle va accomplir le mouvement qu'on va lui donner de l'extérieur, vous voyez? Seulement sous le prétexte qu'elle en est consciente, qu'elle est consciente de rouler, cette pierre, elle croit qu'elle en est à l'origine de son mouvement, alors que c'est pas le cas. C'est très intéressant cet exemple de Spinoza, je trouve, parce que ça donne déjà une piste, par analogie, pour comprendre le mécanisme psychologique de celui qui se croit absolument libre de ses actes. Je suis libre car je sais ce que je fais, j'en suis conscient et donc j'en suis responsable. Mais Spinoza répondrait: mais es-tu seulement conscient des causes passionnelles qui te font vouloir une chose au lieu d'une autre? En effet, rappelons au cas où que la liberté suppose la contingence, c'est-à-dire l'absence de nécessité, le fait qu'une chose puisse toujours être autre que ce qu'elle est. Or, le déterminisme, ici celui de Spinoza, récuse cette contingence puisque tous nos actes sont déterminés par des passions qui déclenchent en nous nos actions de manière mécanique. En effet, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, avec l'avènement de la physique moderne, la science a progressé en faisant dépendre les phénomènes observables dans la nature à partir de lois générales. Un scientifique comme Descartes, qui a influencé Spinoza par ailleurs, optait dans son traité du monde pour une hypothèse réductionniste qui consistait à réduire tout mouvement dans la nature à un déplacement de matière en rapport avec un mécanisme causal. Hein, chez Descartes, on retrouvait cette conception mécaniste de l'homme et de la nature, je reviendrai dessus un jour plus tard. Eh bien, Spinoza, d'une certaine façon, a étendu le principe de causalité, comme quand un rouage va en enclencher un autre au sein même d'un automate ou d'une machine, il a étendu le principe de causalité selon lequel tout phénomène peut être perçu comme l'effet d'une cause, la cause étant antérieure à l'effet. Il a étendu ça à l'ensemble du réel dont fait partie intégrante l'homme lui-même. Puisque tout dans la nature est régi par des mécanismes naturels, selon des relations de cause à effet, le tremblement de terre, par exemple, est l'effet d'une cause qui est un déplacement des plaques tectoniques sous terre. La dilatation du métal est liée à sa chauffe. Bon, vous voyez, relation de cause à effet. Dilatation du métal, effet. euh, Effet de la chauffe qui en est la cause. Bon, et bah pour l'homme, c'est pareil. Colère, bah, effet, d'une cause, de la perception de quelque chose d'extérieur qui est cause de cette colère et qui me met en colère, bon, voilà. Heu, Quelqu'un m'a manqué de respect, je me mets en colère, c'est vous voyez, c'est mécanique, c'est l'effet d'une cause. Alors il n'y a pas de raison, en tout cas pour Spinoza, de penser que si la nature est conçue de cette manière-là, l'homme y échappe. Celui qui fuit, dans le texte que j'ai cité, fuit parce qu'il a peur et qu'il est poltron. Celui qui veut se venger parce qu'il est en colère. De la même façon, l'ivrogne dit ce qu'il dit sous l'emprise de l'alcool, mais le regrettera ensuite, car il réalisera qu'il a dit ce qu'il aurait préféré taire sous une influence qui l'a dépassé. Cet exemple de l'alcoolique est à comprendre de manière analogique par rapport à la condition humaine pour Spinoza, hein, puisque l'homme fait des erreurs sous l'influence de ses passions, erreurs qui sont synonymes de malheur et de tristesse pour lui, et il en souffre d'autant plus qu'il se pense responsable de telles erreurs, puisqu'il croit à tort, au même titre que l'alcoolique soumis à une illusion de liberté dans ce qu'il fait, être libre. L'homme n'est pas libre pour Spinoza, car il n'est pas, comme je l'ai dit précédemment, un cas à part dans la nature. Même à titre hypothétique, comme le pensera Kant par la suite, il n'échappe pas à la causalité qui œuvre dans l'ensemble des phénomènes, d'où cette célèbre citation que l'on retrouve dans la partie 2 de l'éthique de Spinoza: l'homme n'est pas un empire dans un empire. Pour le dire autrement,
L'homme n'est pas soumis à ses propres lois, qu'il se donnerait à lui-même de manière distincte de la nature qui l'entoure. Il n'est pas un empire dans un empire, dans le sens où il fait partie de ce grand tout qu'est la nature, et ne fait que réagir à ce que cette dernière a mis en lui comme désir selon un ordre nécessaire. La nature agit en nous, donc, et nous ne faisons qu'y réagir. Pour éclaircir ce point qui peut paraître un peu étrange à certains, je dois préciser dès le début de l'Éthique, son grand ouvrage sorti à titre posthume et encore heureux parce que parce qu'il était déjà menacé de mort avec d'autres textes moins complets sur la question, Spinoza a assimilé Dieu à la nature. Ouais, ouais, il a osé faire ça, hein. Par conséquent, il n'y a pas de Dieu extérieur à la réalité et transcendant à celle-ci. Il est immanent au monde et nous l'exprimons d'une certaine façon car nous sommes des modes, nous dit Spinoza, de la substance divine qui est Dieu et qui est à lui-même sa propre cause. Causa sui en latin dans le texte qui signifie cause de soi-même. Bon, je suis bien conscient que c'est très métaphysique et un peu abstrait dit comme ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en tant qu'individu, nous faisons partie d'un immense tout qu'est la nature, et puisque nous sommes des êtres naturels qui composons cette nature, qui est le seul et unique Dieu, donc la seule chose qui nous dépasse et nous domine intégralement, nous sommes soumis aux mêmes lois que la nature, et donc à la causalité. La métaphysique de Spinoza lui a valu de gros soucis avec les autorités religieuses de l'époque, vous vous en doutez, car il était très en avance sur son temps et niait complètement le dieu de la religion chrétienne admis traditionnellement à son époque. Sa métaphysique dérivant vers une forme de panthéisme, où Dieu est le tout, la totalité de la nature dont nous faisons nous-mêmes partie. Par conséquent, la liberté telle que conçue traditionnellement à son époque est également une illusion car, nous dit Spinoza dès la partie 1 de l'éthique, nous naissons conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent, c'est pourquoi nous nous croyons libres. En effet, quand nous avons un désir quelconque, nous le savons, mais en réalité spontanément pour Spinoza, nous ne savons pas en profondeur pourquoi nous avons ce désir-là en nous. D'où le fait que nous fassions des erreurs, justement. Si on savait pourquoi est-ce qu'on s'apprête à faire ceci ou cela, bah, on y réfléchira 2 fois, on le ferait pas. Hein, on serait en fait, si vous voulez, pour Spinoza, le fait même que les gens fassent autant d'erreurs et soient aussi souvent malheureux, c'est vraiment la preuve par A plus B que, enfin, c'est une des preuves irréfutables que le libre arbitre, tel que le concevra bien plus tard Sartre ou tel que le concevait Descartes n'existe pas parce que, bah, si on était vraiment libre, bah, justement on saurait justement ce qui est bon pour nous et on agirait toujours de manière rationnelle, réfléchie, délibérée. Or, bah, dans beaucoup de nos décisions, il y en a très peu qui sont réellement réfléchies en réalité. En fait, la théorie de Spinoza sur la liberté, c'est un déterminisme, mais c'est assez nuancé, vous allez voir, hein, c'est intéressant. Donc, pour Spinoza, on ne sait jamais pourquoi on veut telle ou telle chose que par expérience et par réflexion. En fait, c'est pour cela que Spinoza est quand même rationaliste dans une certaine mesure, car même si nous agissons, ou plutôt réagissons, de manière irréfléchie, c'est la raison qui permet de comprendre à la fois la nature selon des causes au niveau scientifique et soi-même à sa propre échelle en tant qu'être constitué de passion. La raison permet de comprendre une chose à partir de sa cause. Pour Spinoza, l'homme n'a pas de désir, il est lui-même du désir. C'est ce désir qui agit en nous de manière mécanique. L'homme possède un conatus, c'est un mot latin, le conatus chez Spinoza, c'est une tendance à persévérer dans son être. C'est cette tendance qui est au principe de nos actions et elle est instinctive. Pourquoi est-ce que l'on peut qualifier la liberté d'illusion? Eh bien précisément parce que contrairement à l'erreur, l'illusion a une certaine emprise qui ne se corrige pas par la conscience de la vérité. Vous savez, l'erreur, bon bah c'est par exemple l'erreur de calcul. On vous dit que c'est une erreur de calcul, on vous montre pourquoi. Bah voilà, elle est effacée. Elle laisse place à la vérité. Mais dans le cadre de l'illusion, justement, les effets persistent même après coup. Le fait de révéler l'illusion ne l'anéantit pas. Si je vois un éléphant rose passer dans mon appart,
Je peux savoir que c'est une illusion liée à la prise d'un stupéfiant. La drogue, c'est mal, hein, ne vous droguez jamais. Mais même en le sachant, je vais continuer à avoir l'éléphant rose. Eh ben, la liberté, c'est un peu l'éléphant rose récurrent de l'homme pour Spinoza. On est conscient de ce qu'on fait et de ce que l'on veut, et on en déduit par là que l'on est libre. Mais en réalité, cette illusion du libre arbitre est entretenue par une certaine vanité qui fait que l'homme veut se croire maître de ses désirs et de ses propres passions, alors qu'il ne décide pas a priori de celles-ci. Elles agissent en nous selon un ordre nécessaire et naturel, comme je l'ai expliqué, et l'on n'y peut pas grand-chose. Ça serait une illusion narcissique de croire que notre raison peut avoir de l'emprise naturellement sur celle-ci. Par exemple, si je me retiens de frapper quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai un total contrôle sur mes passions par ma raison, comme le dirait par exemple Descartes, mais seulement que la nature a mis en moi un désir plus fort que ce désir de violence, et qui est celui de ne pas s'attirer davantage de problèmes. Si on est déterministe, on va raisonner de cette manière-là. Vous voyez, c'est un désir qui entre en, qui a plus de, bah bon, ça on l'a vu avec les mythes, c'est un mobile qui a plus de poids qu'un autre. Donc il y a en fait trois modes de connaissance pour Spinoza qui suivent une étape logique. On retrouve cela dans la partie 2 de l'éthique. D'abord la perception et l'imagination, la démonstration et enfin l'intuition. En effet, d'abord je perçois quelque chose et je m'imagine que ce que j'en perçois est conforme à la chose et je vais ressentir un affect qui va me maintenir dans l'illusion. Le fait que je sois libre, par exemple, pour Spinoza, qui est la conséquence d'un mécanisme passionnel lié à la vanité. Donc, vous voyez, il est quand même costaud, Spinoza, parce qu'il va même non seulement il déconstruit l'idée de libre arbitre telle qu'elle était admise jusqu'à lui, mais en plus, il montre qu'en fait, elle est la conséquence de l'absence de libre arbitre. Donc c'est quand même assez surpuissant. Je sais pas si vous voyez la gymnastique mentale que Spinoza accomplit, mais bon. Puis par cette expérience, je vais pouvoir prendre du recul, l'expérience de l'erreur, hein, et réfléchir sur ce que j'ai ressenti et sur ce que je me suis imaginé connaître, et là je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Je vais démontrer cette erreur en remettant en lien cette idée erronée, donc là on est dans la démonstration, en lien avec une série causale qui en est responsable. Je vais démontrer l'erreur, le fait que ça en soit une à partir de sa cause, en tant qu'elle est l'effet d'une cause. Enfin, à force de démonstration qui consiste à faire correspondre les effets aux causes adéquates, je finis par saisir plus directement la vérité par intuition, une fois ma raison pleinement exercée. Au bout d'un moment, la vérité, tac, vous l'avez, c'est comme ça, quoi. Vous êtes suffisamment exercé. Donc tout ceci est un peu technique, j'en suis conscient, mais en réalité, à un niveau terminal, c'est très simple et ça donne ça. Si nous ne sommes pas libres originellement pour Spinoza, il n'en demeure pas moins que l'expérience permet de prendre du recul sur sur qui nous sommes et sur ce que nous faisons, et qu'ensuite nous avons la possibilité de nous libérer. La partie 4 de l'éthique est justement consacrée aux moyens dont dispose la raison humaine pour se libérer des passions. L'homme ne naît pas libre, mais il le devient en apprenant à se connaître lui-même de manière adéquate. Pour Spinoza, la seule liberté dont dispose l'homme, c'est celle qu'il obtient par la connaissance de soi. Elle consiste à agir en sachant ce qui est bon pour soi plutôt que de pâtir. Ce qui est très intéressant chez Spinoza et qui fait un peu penser au stoïcisme aussi d'une certaine manière, c'est qu'il fait correspondre bonheur, liberté et connaissance. La preuve que je suis savant et que je suis dans le vrai pour Spinoza, c'est que mon conatus est à son plus haut niveau et que je suis joyeux. Vous voyez, le conatus, c'est comme une jauge de vie dans un jeu vidéo, hein, ça diminue, ça baisse. Vous êtes plus ou moins heureux selon que vous êtes plus ou moins dans le vrai. Mais on va dire heureux au sens vraiment fort du terme, c'est-à-dire joyeux, quoi. C'est pas le petit bonheur précaire qui va s'estomper rapidement, vous voyez. Donc il y a un optimisme épistémologique chez Spinoza qui fait que selon lui, on est nécessairement heureux de manière durable et authentique si l'on se connaît parfaitement et si l'on a une connaissance adéquate de ce qui est. Pour Spinoza, toujours en partie 4 de l'éthique, il y a deux genres d'affects actifs, et ils sont donc actifs et passifs, qu'il faut prendre en compte.
Et Spinoza nous dit que pas toutes les passions doivent être combattues, ce qui est assez novateur et sulfureux pour l'époque encore une fois. Je suis dans la servitude et je suis malheureux quand je ressens de la tristesse, de la colère ou encore de la jalousie, qui sont des passions tristes ou affects passifs pour Spinoza. Pourquoi passifs? Parce que quand on ressent de telles émotions qui sont vectrices d'un mal-être, on a l'impression de subir cet état. On a l'impression de devoir y faire face malgré soi. Et c'est là que notre conatus diminue et que l'on a de moins en moins envie de vivre et de persévérer dans son être, justement. À l'inverse, l'affect actif de joie est libérateur quand on formule une idée adéquate sur nous-mêmes ou sur le réel qui nous entoure. Et c'est là pour Spinoza que l'on est libre, car même si on agit sous l'emprise de la joie, on agit conformément à notre nature. Et on n'a plus l'impression justement de subir ce que l'on ressent, vous voyez? Et l'on ne se trompe plus sur ce qui nous convient réellement. Les affects passifs sont liés aux idées dites inadéquates, qui sont le résultat de notre ignorance en revanche. Donc vous voyez, il y a une symétrie chez Spinoza au niveau de sa théorie. Vous avez les idées qui sont fausses, hein, les idées dites inadéquates au réel dans l'éthique, qui sont la conséquence des affects passifs, et vous avez les idées adéquates, qui sont donc qui nous mettent en lien avec la vérité, et qui sont les conséquences de l'affect actif de joie. Et c'est cette joie qui va nous stimuler, qui va nous justement nous porter à en connaître davantage, à vouloir toujours en savoir plus, et à apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes. Donc pour Spinoza, si vous êtes triste ou si vous refaites souvent les mêmes erreurs, c'est que vous avez rien compris à la vie, mais au sens fort du terme, dans la mesure où vous n'avez pas encore pris le temps de la réflexion pour remonter la chaîne des causes qui vous a poussé à penser ou agir d'une façon qui vous a rendu malheureux. La liberté est donc une illusion qui résulte d'un déterminisme nous faisant nous méprendre sur notre véritable nature. On peut donc se demander si la liberté peut donc être sauvegardée, comme on vient de le voir avec Spinoza, d'une façon relative, dans le fait d'agir conformément à sa nature, dont on a pris connaissance au préalable par expérience et par réflexion. Existe-t-il des expériences décisives qui peuvent nous déterminer à nous remettre en question afin de nous libérer des passions qui nous rendent passifs et malheureux au cours de notre existence? Puisque ce recul par rapport aux passions ne peut jamais avoir lieu a priori pour Spinoza. C'est ce que nous verrons la prochaine fois en continuant de creuser un peu la théorie des mécanismes affectifs chez Spinoza, et on verra notamment de quelle manière notre désir est structuré dans le rapport que nous avons avec notre prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à la prochaine.